Bonjour Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir sur Souffle Quantique. Nous nous sommes rencontrés dans la région parce que nous habitons assez proches l'une de l'autre. Et toi, tu as un parcours d'éveil assez, en tout cas original, je trouve. Et tu me disais hors antenne que tu as toujours été en quête d'absolu, que ça a été vraiment ta quête 24/24 depuis ton enfance et que tu as reçu la grâce autour de tes 35 ans en 2017 et qui a complètement bouleversé ta vie, ton regard sur la réalité. Et comme tu me le disais aussi en antenne, a été une nouvelle naissance pour toi. Et aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube et un site à ton nom qui s'appelle Emmanuel Herrera. On mettra les liens sous la vidéo. Et tu as accepté donc de nous parler de ton chemin sur Souffle Quantique et toutes les deux, on a à cœur de démystifier en fait ce soi-disant éveil, déjà de mettre des noms dessus et puis que ça nous reste que nous sommes totalement imparfaites. Et c'est ça qu'on a à cœur de partager à nos auditeurs parce il y a beaucoup de culpabilité souvent dans les personnes en quête de spiritualité qui ont soif d'absolu et qui confondent l'absolu divin et notre humanité imparfaite avec laquelle on doit faire avec. Tout à fait. Bah, merci. Déjà, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, tu veux commencer par peut-être. Ton chemin, ton Ah, chemin. d'accord, le chemin, parce que sinon, ça va nous amener un peu loin aussi. Si on commence par l'imperfection humaine. Mais on va y arriver de toute façon, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Peut-être à la base, dans la quête spirituelle, c'est né d'une souffrance profonde par rapport au sentiment qu'il y a une profonde imperfection humaine, mais à l'intérieur de soi qu'il y a une transcendance de cette imperfection et ça peut amener à un rejet de tout ce qui est de notre condition humaine. Mais ce n'est en tout cas, c'était mon parcours, ça n'était qu'un processus de détachement d'avec l'illusion, entre guillemets, c'est-à-dire le film qui se déroulait, l'histoire, euh, les causes et les effets, puis aussi les conditionnements, tout ce qui était du domaine de ce qu'on voulait m'imposer en termes de société, de culture, de religion, enfin, inconscient, parce que finalement, moi, j'ai pas été élevée de façon religieuse, mais tout ce qui était de domaine de concept judéo-chrétien de culpabilité, voilà, de mérite, etc. Euh, En fait, on était très loin de ce que, à l'intérieur de mon cœur, je désirais. Et j'étais toujours en souffrance depuis l'enfance. En fait, il y avait déjà à 8 ans une telle souffrance qu'il y a eu un premier éveil spontané qui ressemblerait d'une certaine manière à une dissociation d'avec la réalité. C'est ce on fait référence à ça comme l'état du témoin, c'est-à-dire que le monde m'est apparu comme un film qui est devant mes yeux, mais depuis une perspective impersonnelle. Et c'est-à-dire qu'il n'y a personne il y avait pas il n'y a plus Emmanuel. La petite Emmanuel avait disparu. Et ça se déroulait devant moi. Et il y avait une étrangeté dans tout ça. Et en même temps, ce qui regardait à travers moi, c'était plus réel que tout ce qui était, que le film lui-même. Et donc une nouvelle réalité venait d'apparaître. C'était depuis ce regard-là. Et donc à partir de là, les questions, Emmanuel est revenu, puis les questions ont commencé à apparaître, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité et qui suis-je en essence? Parce que ce qui regardait à travers moi, c'était finalement, ça je l'ignorais, mais c'était ce que j'étais en essence. Et ça a causé toutes sortes de problèmes psychologiques jusqu'à l'adolescence, puisque c'était une forme de dissociation. Mais il y avait une quête d'éveil très profonde, une recherche de ce que c'était que ce qui regardait de façon impersonnelle, qui était hors du temps et de l'espace. Ce qui avait regardé était complètement silencieux, il n'y avait plus de pensée. Et il y avait ce conflit intérieur entre le déroulement linéaire du temps, les conversations, les pensées, les histoires qu'on se raconte, les souffrances humaines, et ça,
ce qui regardait, qui ne connaissait aucune souffrance, qui était hors du temps et de l'espace, qui était, et qui était plus vrai, et il n'y avait aucun doute à l'intérieur de moi, plus vrai que le temps linéaire, que tout ce qui pouvait se raconter comme histoire humaine, qui n'était finalement que des croyances. Et donc, tout le reste de mon parcours fut de remettre en question toute forme de croyance, puisqu'il y avait un certain attachement émotionnel à chaque forme de croyance. Et je savais que chaque attachement émotionnel, par exemple, réussir sa carrière, avoir une relation parfaite en amour, euh, ré- voilà, tous les buts et les désirs que l'on pouvait avoir, il y avait une forme d'attachement émotionnel, de croyance que c'était important. Et à chaque fois, je m'apercevais que c'était encore une illusion, qu'en fait, il y avait vraiment rien à gagner ou à perdre dans la vie. Mais il y avait encore de l'attachement. Et donc, tous mes attachements tombaient les uns après les autres au fil des années. Il y avait une forme, d'une certaine manière, de réalisation par l'échec, c'est-à-dire que bah, ce que je cherchais à atteindre ne me donnait pas de bonheur. Et une fois que c'était atteint, je passais à autre chose, ou alors c'était pas atteint. Et là, clairement, la vie m'invitait à aller voir ailleurs ou laisser tomber. Et il n'y avait jamais de satisfaction. Donc éventuellement, le regard, euh, par force, s'est retourné vers l'intérieur, vers la seule certitude qui était possible, c'était que ce que j'étais profondément était ici et maintenant, dans l'instant. Et dans l'instant, il n'y a pas de croyance. Dans l'instant, on est. Mais pour arriver à ce terrain parfait pour finalement vivre depuis l'instant présent, c'est le terrain de l'éveil, il y a des lâcher-prises qui n'ont fait que venir au fil des années, par la force finalement, par la force des circonstances. Et pas par, pas par, pas en conscience. On peut pas, c'est pas, il y avait une forme d'abandon en conscience parce qu'il y avait le sentiment profond qu'il suffisait de rester présent, mais il y avait cette incapacité à lâcher les histoires. Donc les histoires tombaient toutes seules parce que la vie provoquait des drames, des crises. Voilà. Donc la vie a fait le travail. Je souris puisque c'est derrière toi. Mais c'est vrai que quand on est dans cette lessiveuse, c'est profondément inconfortable. Ah, c'était une souffrance. Bah, imagine, ça a commencé à l'âge de 8 ans. J'étais en dépression depuis. Ça a dû commencer vraiment une dépression profonde vers l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, première tentative de suicide. En fait, ma vie, c'était un drame existentiel perpétuel. Donc, ce fut très inconfortable. Il y a eu énormément de périodes noires, de haut et de bas, mais beaucoup de périodes très, très noires, très, très troublées. Euh, mais sans quitter des yeux cette quête d'absolu, cette quête de transcendance. Et donc, voilà, cette quête de transcendance est accompagnée d'une profonde souffrance, une profonde insatisfaction, une perpétuelle insatisfaction pour la vie. Même s'il y avait des très bons moments, hein, attention, quand je dis ça, c'était en arrière-plan, il y avait ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, il y a toujours quelque chose qui m'appelait. Donc, tu as eu une expérience très jeune de ce constat qu'aucune variable manifestée ne peut apporter quoi que ce soit, que c'est une quête égotique et qu'à chaque fois qu'on atteint un but, il y en a un autre qui arrive puisque le désir de l'ego est toujours insatiable. Et toi, Oui. tu as eu ce chemin où à 8 ans, tu as déjà contacté cette constante, cette transcendance. En fait, C'est vrai que c'est... dernièrement, j'ai eu cette réalisation que à l'âge de, je pense, 3 4 ans, je savais déjà tout ça. Soudainement, ça m'est apparu. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait tout ce chemin pour revenir à mes 3 4 ans, où le cœur était déjà complètement ouvert, où il y avait cette conscience éveillée. Et, et il y a eu cette chape de conditionnement qui est venue se coller par-dessus. Et pourtant, je n'y ai jamais cru au conditionnement. C'est-à-dire que j'ai appris. Il y a eu une sorte euh, de copier-coller du conditionnement d'autrui parce qu'on attendait des choses de nous. Voilà. Alors on fait comme il faut. On est en compétition les uns avec les autres à l'école. Il faut apprendre des choses parce que c'est important. Et pourtant, cette souffrance aussi, elle venait du fait que non, il y avait quelque chose en moi qui me disait non, c'est faux tout ça. Pourquoi vous mettez des masques aussi sur vos sentiments? Pourquoi vous vous êtes fermé? Pourquoi? Il y a toujours ce pourquoi d'avoir l'impression d'être sur la mauvaise planète, dans la mauvaise famille, dans le...
une société brutale où les gens étaient plutôt froids, quelques rares personnes avec le cœur ouvert, où je sentais tout de suite que c'était possible. Mais en majorité, c'est comme si le monde ne tournait pas rond du tout. Mais il n'y avait pas la force intérieure pour pouvoir suivre son cœur et rester fidèle, aligné à ce centre, à cette ouverture de cœur, à cette conviction profonde que ce que l'on nous sommes, c'est bien plus réel, c'est bien plus juste dans le cœur. Donc on se laisse teinter et puis ça nous fait peur. Et puis tout ça, il y a des traumas qui viennent se greffer par-dessus, il y a des conditionnements qui viennent se greffer par-dessus, on fait comme les autres, on essaie de s'adapter, on s'intègre. Bref, en fait, il y a toute une part de nous qui s'adapte, on survit. Voilà. Et puis éventuellement, on fait une boucle inverse. On se détache de ce qui nous a pollué d'une certaine manière. Mais ce parcours-là est très intéressant parce que justement, après, enfin, on apprend. Donc l'expérience humaine, finalement, ça a été ça. On apprend et ensuite on désapprend. On désapprend le conditionnement, on revient à cet état d'innocence. Pour moi, c'est un état d'innocence dans le cœur. Éventuellement, c'est ce qui se passe. On arrive à un je ne sais pas après avoir tant cru savoir. Voilà. Oui, ça me parle beaucoup, je ne sais pas, après avoir cru autant savoir. Mm. Et qu'est-ce que ça détend dans le corps? Mm. Cette capacité à se reposer dans les bras du plus grand que soi et vraiment de dire, moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Ah, c'est Ouais. vraiment une confiance profonde qui s'installe et un lâcher-prise merveilleux. Oui. Oui, sur la question du lâcher prise, oui, finalement ça a été un parcours de lâcher prise. Lâcher prise d'une forme de sécurité, la lâcher prise de se vouloir contrôler la vie pour qu'elle corresponde à nos besoins. Parce que finalement, ça fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire que ben, le monde n'est pas comme je veux, donc j'en souffre. Donc j'essaie de contrôler un maximum de choses pour que ça corresponde à mes besoins profonds. Je n'y arrive pas. Donc éventuellement, je lâche le contrôle et je donne les clés de mon contrôle, de ce que je crois être bon pour moi, à nouveau, à plus grand, ce que tu appelles plus grand. Moi, c'est à la vie ou à l'univers. Et il y a une forme d'abandon finalement, d'une façon de fonctionner qui est très mentale, très rationnelle, qui est je crois savoir ce qui est bon pour moi. Et ce je crois savoir, finalement, nous limite complètement. Et une autre façon de fonctionner pour moi est de passer au premier plan. euh, Après cet éveil spirituel, après ce basculement il y a 6 ans, ce fut de laisser finalement les clés donc du contrôle à la vie, mais à quoi ça ressemble dans le quotidien? Comment est-ce on va l'exprimer différemment, toi et moi? Euh, pour moi, ça a été d'écouter cette énergie intérieure cette intuition, on pourrait dire aussi. Et pour moi, c'est la force vitale ou le ki, qui qu'on appelle aussi Kundalini. Mais en fait, c'est l'intuition, c'est-à-dire c'est la vie, si elle n'était pas conditionnée, comment est-ce qu'elle s'exprimerait elle-même, toute seule, de façon spontanée, parce qu'elle nous veut du bien d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle va toujours vers le plus beau, vers quelque chose de fluide. Et donc, si on arrête de dire je veux ceci, je veux manifester cela, parce que je crois que c'est bon pour moi, euh, eh ben, je me limite en fait. Mais je ne sais pas ce qui est bon pour moi, si ce n'est d'instant en instant, au travers de ce que me dit mon corps. Si je sais écouter parce que l'énergie, elle se manifeste comment dans le corps. Donc, si j'écoute ce qui se passe dans mon corps, si je suis en mode réception de ce qui se passe à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à ce moment-là, il y a énormément d'informations qui est captée. Et là, c'est pas moi qui vais décider, ça se fait tout seul. Là, ça devient fluide. Et là si tu veux, on se laisse couler dans la vie et euh, c'est créatif aussi, très créatif dans la façon de fonctionner. Parce que on ne sait pas, on n'est pas là à décider de. Ok.
C'est de l'impro, voilà. La vie, ça devient de l'impro permanente. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que là, je relisais enfin, par rapport à, on va dire, toute la loi d'attraction, on en a parlé aussi, où en fait, ça peut fonctionner un temps, juste le temps qu'on comprenne qu'on peut effectivement un peu manifester nos désirs. Et ensuite, pour moi, qui ai un chemin d'éveil progressif, eh ben, je découvert qu'en réalité, tout ça, c'était que de l'égocentrisme encore. Et encore un côté prédateur qui veut, même si c'est de la loi d'attraction, même si c'est plus d'éveil, si c'est plus de conscience, c'est toujours je veux être plus. Et qui veut être plus, c'est je. Et donc, c'est un peu toujours le même cercle vicieux jusqu'à ce que, effectivement, il y ait cette intégration profonde qu'en se plaçant au service de la vie dans l'instant et en choisissant de s'abandonner, eh bien, on est servi par la vie et on ne sait pas où ça mène et c'est ça qui est très joyeux aussi. Oui, tout à fait. Et parfois, quand on a besoin de guidance également, il peut y avoir à l'intérieur de soi euh, une question-réponse. Et pareil, ça, on pose une question. Là, tu sais, je sais pas si tu fais ça aussi, mais certainement, j'imagine, de demander de recevoir des informations. Ça marche aussi très bien. C'est pas euh, parce que la vie nous envoie des challenges en permanence. Et finalement, c'est comme si on apprenait à piloter notre, notre vaisseau spatial. Donc, on ne sait pas encore, on n'a pas encore on n'a pas le manuel. On est vraiment, comme on disait au début, des, des- des- à mon sens, moi, je ne suis qu'un un bébé. C'est-à-dire, cet éveil spirituel, ça a été le début d'un nouveau processus d'apprentissage de ce que c'est justement que de fonctionner depuis ce lâcher-prise, d'être au service. Parce qu'il n'y avait que ça qui me disait, ça c'est juste, c'est d'être au service. Mais ça va prendre quelle forme? Et comment est-ce qu'on va fonctionner? Par exemple, cette loi de la manifestation, je me suis aperçue très tôt que ça fonctionnait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en très tôt, il y a 6 ans, après ce basculement, justement, il suffisait que, d'une façon innocente, je disais une phrase telle que, oh, ça serait bien si quelque chose se passe, s'il y avait un élan à l'intérieur de moi, une envie de quelque chose, ça pouvait prendre quelques heures à 2 jours, mais ça se passait. Et là, je me dis, mais j'avais jamais vu ça avant, hein. C'était vraiment spontané. Je me suis dit, mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Puis j'ai commencé à me méfier quelque part de mes formulations, de ce que je pouvais penser. Mais comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait toujours. C'est là qu'on découvre finalement ce que c'est le pouvoir de l'instant présent. Ça fonctionne toujours depuis cet espace du présent, de façon innocente dans le cœur. Et à mon avis, on peut manifester tout et n'importe quoi si on comprend ce principe. Donc, ça peut être détourné. C'est là que ça devient peut-être éventuellement, pour certains, une quête très égocentrique, matérialiste. Mais bon, après, si c'est là, c'est que certains doivent faire ce chemin-là, découvrir comment ça fonctionne et en fait de découvrir les, justement ce qui se cache derrière et les retours de bâton peut-être éventuels. Donc, et c'est ça que je te disais, ça fait partie de la découverte du manuel de comment en fait naviguer son vaisseau spatial. C'est bon, ben voilà, mais je me suis dit, mais tiens, il m'a fallu des années pour découvrir ce que c'était, que cette loi de l'attraction, ce pouvoir de manifestation. C'était comme si on m'avait donné un truc et je ne savais pas quoi en faire ou comment ça allait fonctionner. Mais je savais que c'était depuis l'instant présent, depuis une certaine ouverture de cœur en tout cas. Euh, Et après, ben, si tu fais ça au service, s'il y a une forme de service et d'ouverture de fais pas ça pour ton avantage personnel, eh ben, c'est quelque chose de beau qui va se manifester. Sinon, il y a un retour de bâton. J'ai testé les deux, hein, donc j'ai testé les deux, c'est-à-dire, tu sais, quand tu dis,
oh, ça serait bien si, en connaissance de cause, et puis tu fais une liste de trucs très précis, et ben dans la liste de choses précises, ça va se manifester, et tu vas quand même oublier quelque chose, et c'est cette chose-là qui va te coûter cher. Donc j'ai arrêté de jouer avec la loi de manifestation, parce qu'il y a toujours quelque chose J'ai d'égocentrique derrière. j'ai un fils qui a testé assez jeune. Il Mm. avait choisi la femme idéale comme ça. Il avait juste oublié gentille. Mm. Le reste, elle avait tous les critères objectifs. Mm. Bon, oui, oui, bah, Oui, c'est j'ai pas trop de succès là-dessus aussi. quand tu disais te poser des questions, en fait, tu me demandais si moi je le faisais. Oui, mais c'est poser des questions sans attendre de réponse. Mm. C'est vraiment déposer la question et avoir confiance que la réponse arrivera au bon moment. Et les réponses de mon chemin, elles peuvent arriver beaucoup par l'extérieur. Mais n'importe quoi. Une chanson, l'autre fois, j'étais à un endroit. Oui, c'est un endroit plutôt agité. Enfin voilà. Et une chanson, il y a eu deux phrases qui ont fait paf, c'était pour moi, quoi. Et en fait, moi, je ressens quand c'est pour moi parce que j'ai des frissons dans le corps, en fait, qui viennent Mm. m'interpeller, quoi. Me dire là où. Et c'est vrai que ce chemin, c'est vraiment des pelotes de laine qui se trouvent, ou des petits cailloux. Il y a un petit caillou, puis un autre petit caillou, puis un autre petit caillou, comme le petit poussé pour retrouver son chemin. Et c'est faire confiance qu'il n'y a pas besoin de connaître le chemin, mais qu'on a toujours le petit caillou qui brille, qui est là, quoi. Mm. Oui, bah, c'est pareil pour moi, cette façon d'obtenir des réponses. Ça prend toutes les formes possibles, ça peut prendre la forme des algorithmes YouTube, ça peut prendre la forme d'un bouquin qui tombe, ou de quelqu'un qui dit exactement la bonne réponse, ou une personne qui arrive, ou une circonstance qui arrive. Et c'est vraiment ça, c'est poser, c'est une forme de manifestation, c'est-à-dire c'est pareil, c'est le pouvoir de la manifestation, ça se passe de la même manière, c'est au service, donc tout est dans l'attitude en fait, dans cette histoire de loi d'attraction. C'est pas je veux manifester, c'est l'attitude de d'être au service de la vie. C'est c'est ça finalement l'alignement intérieur. Ça change tout, on peut pas se tromper. Ça réunit en fait ce que nous sommes en essence, donc le divin, cette intelligence universelle qui va relier toutes les informations entre elles, toutes les petites fenêtres que nous sommes, toute l'individuation, chacun de nous, où il n'y a pas de séparation entre nous, depuis cette perspective-là. C'est-à-dire, je ne sais pas de ce que tu penses en ce moment, ou ce qui se passe sur notre planète. Cependant, dans ce champ informationnel, parce que nous sommes ce champ, il y a rien qui soit déconnecté. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on lâche cette perspective limitée de je sais, je veux, j'ai tout compris et voilà mon disque dur, il est saturé. Ah, je lâche tout ce qui est du domaine de l'information que je crois être moi. Je lâche ce que je crois être. Je pose cette question et en fait, c'est ce qui est ça va faire un retour. Donc, ça revient à l'envoyeur. Je le perçois un peu comme ça. C'est-à-dire, donc, tu disparais, tu lâches et tu disparais en tant que quantité individuée. Il n'y a plus personne en somme, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de. Mais il y a quand même poser l'intention à la base, sinon il ne se passe rien. On donne une direction pour avoir une réponse. Oui, merci beaucoup. Moi, enfin, la manière dont je reconnais la différence entre encore un désir, enfin, le désir que j'ai de personnalité et un désir plus au service, c'est dans le calme intérieur. C'est-à-dire que je reconnais mon ego quand il est impatient
impérieux. Ah, il faut vraiment que j'y arrive. Ou, ah, ce serait trop bien si j'ai ça. Et puis j'y pense et j'y pense. Alors que quand c'est au service, c'est quand ça à partir du cœur et pas à partir du plexus solaire, c'est très calme en fait. C'est ouais, je pose ça comme intention et puis éventuellement après je peux même l'oublier parce que c'est une préférence. C'est pas impérieux. C'est comme Mhm. ça que je reconnais la différence, moi. D'accord, intéressant. Ok. Ouais, tu disais, toi, tu sens ça vibre à l'intérieur quand tu sens que quelque chose est juste ou qu'il y a une information ça résonne. Moi, ça se ressent souvent, en fait, juste en dessous du nombril, au niveau bah, du centre énergétique du ventre, hein, qui est vraiment l'endroit où c'est là que ça prend le plus là où l'énergie est. Et, à un moment donné, quand je me laissais beaucoup guider par ça, mais ça doit quelque part être vu à travers tous les centres énergétiques, parce que sinon ça fait que ça résonne souvent. C'est-à-dire qu'il y a on peut partir dans différentes directions. Il y a quelque chose ça fait partie de l'apprentissage également, c'est-à-dire oui, c'est bon. Donc on va un petit, comme le petit poussé, on va d'une résonance positive ou de joyeuse à une résonance positive et joyeuse, et ainsi notre chemin de vie se fait. J'ai appris à fonctionner comme ça, c'est-à-dire suivre ma joie, suivre ces élans, ces moments où ça résonnait, ne pas aller dans un effort, ne pas être sinon à l'intérieur ça bloque. Faire les choses quand même contre cette énergie du ventre, hein, ça fonctionne pas. Euh, mais faire, mais ne pas utiliser le discernement aussi, voilà, en fait, il y a toujours un juste milieu, c'est-à-dire c'est vraiment un alignement, hein. Parce qu'on peut se retrouver aussi dans cette excitation, donc un appel intérieur, donc ça résonne à l'intérieur de nous, on va suivre cette voie-là. Mais s'il y a un attachement qui se crée par rapport à une finalité possible, si on suit cet élan, et qu'on en déduit toutes sortes de choses, là, c'est récupéré par l'ego sans qu'on le sache, sans qu'on le voie. Alors qu'en fait, à chaque fois que ça arrive, il faudrait lâcher. Il y a un lâcher prise qui se fait. Donc, ça arrive, ok, c'est bon. Donc, on fait un petit pas en avance. Mais le discernement, c'est quand même aussi de se rappeler qu'il n'y a pas de finalité. Donc, chaque résonance à l'intérieur de soi, de cette justesse, de cette joie, de ce que le corps nous dit, oui, c'est bon, le corps, le cœur, le plexus, le ventre, tout ça, ça nous dit oui. Donc, on avance petit à petit. Mais si la tête prend le dessus et elle dit parce que ça va me servir à ça, parce que ceci, parce que cela, on entend, ok, mais c'est une croyance. Et il y a cet apprentissage du lâcher prise permanent, de ok, bah, on lâche, on lâche. Parce qu'en fait, finalement, dès qu'on va mettre un attachement au niveau temporaire, d'une quelconque finalité, on va se limiter. On va limiter et on va encore dire parce que je crois savoir, parce que je sais ce qui est bon pour moi. Et on ne sait rien de tout ça. Donc c'est vraiment lâcher. C'est de l'impro constante en fait. C'est c'est tout un processus qui, de navigation de soi dans cette existence humaine, parce que c'est vraiment du domaine du temporaire et de l'humain que de faire cette expérience-là. J'ai l'impression qu'on a signé pour ça. Merci beaucoup. Oui. Après, je sais pas si juste une petite question. Je sais pas si tu as des flashs sur ton écran. Ah, pas du tout. Ok, super. Moi, Parce que c'est moi, très. j'ai beaucoup de flashs, donc je me demandais si ça Non, allait se non, voir. c'est tout Ok, correct. ok, super. Quand le silence s'invite,
c'est qu'il y a eu peut-être assez de mots pour le moment, parce que c'est cette fréquence de la présence et du silence qui unifie toutes nos différences, qui rassemble tous nos désirs et qui nous permettent effectivement de nous mettre au service de la vie, dans notre diversité et avec le regard tourné vers cette source d'amour infini. Oui. Après, en ce qui concerne l'éveil progressif, comme on parlait avant de commencer, parce qu'il y a deux types j'ai l'impression qu'il y a deux parcours différents, même s'ils se rejoignent à certains moments. C'est-à-dire que ben, maintenant, on peut avoir une discussion toutes les deux, alors que la réalisation de notre nature profonde, elle s'est faite de façon différente. Et souvent, dans certaines discussions avec des personnes avec qui me contactent, il peut y avoir une attente euh, de quelque chose d'assez radical, euh, avec des effets secondaires, on va dire, des effets spéciaux de l'éveil. J'appelle comme ça aussi des effets spéciaux, puisque il y a cette lune de miel, cette extase, ce samadhi qui va avec, et peut-être un moment où il y a une forme de dysfonctionnement avec la vie de tous les jours, qui est due à cette illumination, euh, où la personne humaine, avec ses imperfections, en tout cas, semble avoir disparu momentanément. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de peur, il n'y a plus d'histoire. Tout ça, ça paraît en fait un jeu et on en rit beaucoup. Moi, j'ai passé une journée entière à rire, euh, de voir le drame humain auquel j'avais cru depuis cette perspective, d'avoir vu que c'était tout ça pour ça. Et donc, ça peut être très radical. Et en même temps, ça peut être aussi un piège dans le sens où si on cherche ça, on est coincé dans une quête intérieure d'attente. Donc là, on part dans ce qu'on disait au début, c'est-à-dire euh, de mettre l'éveil ou certaines attentes sur un piédestal, comme quoi on va atteindre ce genre de réalisation, alors qu'en fait, éventuellement, on redescend euh, dans Par l'humain l'attente, imparfait, hein, par l'attente, par l'attente. oui. Non, tu dis on redescend. C'est-à-dire que la conscience qui se réalise, donc l'attention qui se retourne, la conscience qui se réalise, la réalisation de ce que nous sommes, où en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu profondément, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc, je pouvais même plus dire mon prénom sans que ça sonne faux. J'avais du mal pendant un certain temps. Pour moi, me semblait comme une histoire à laquelle je ne croyais plus. Donc, il n'y avait plus du tout d'identification avec l'humain, du tout. Alors, ça allait être quoi de vivre maintenant? Mais peu importe, je m'en fichais puisque non, ça fait partie de ces expériences tellement radicales qu'après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fonctionne? Et c'est là que je dis, quand je dis il y a une redescente, Hmm. c'est que ce n'est que le début. C'est ça qui était intéressant. Ça permet de connaître ce que nous sommes en absolu, dans l'absolu. C'est OK. Il y a une autre façon de voir le monde qui n'a plus aucun rapport avec le temps, avec l'espace, avec l'histoire, avec l'humain. Mais pourtant, il y a l'humain qui apparaît dans la conscience, il y a pourtant cette énergie, ces sensations, ces émotions, encore des pensées. En fait, on va s'apercevoir, quand je te parlais de renaissance, c'est qu'on va s'apercevoir que tout est encore là. Hmm. Ah, tout est encore là, ouais, ok. Mais petit à petit, ça va redescendre dans le cœur pour commencer. Et c'est là que ça va être difficile. C'est quand ça va prendre corps.
Donc la conscience réalisée va ensuite s'habiller de son humain. Elle va prendre le costume et puis elle va se mettre à habiter tout ça, habiter le corps. Parce que tout est perçu, on va dire, dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est l'œil qui perçoit tout ce qui apparaît, ou la vague apparaît dans l'océan, si tu veux, c'est ça, ou l'œil, ce qui est conscient, perçoit tout ce qui apparaît. Donc l'humain apparaît dans la conscience, l'être humain, et toutes ces histoires, toutes ces croyances, toutes ces sensations, toutes ces émotions, toutes ces pensées, tout ça, ça apparaît. Mais ce n'est pas ce que je suis en absolu. Donc ça, cette distinction, elle est claire dans le cas d'un éveil radical. C'est-à-dire qu'il y a, en essence, je ne suis pas l'humain, en essence. Cependant, en manifestation, ce que je suis, c'est la manifestation également. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, le processus c'est là qu'on va trouver des similitudes avec un éveil plus progressif. C'est qu'on va se réconcilier avec la vie depuis l'extrême, tu vois. Moi, c'est ça. Je me réconcilie avec la vie depuis l'extrême où la vie apparaît en moi, mais je ne suis plus du tout identifiée. Donc ensuite, ce qui apparaît en moi, je vais le reconnaître comme étant ce que je suis en manifestation. Et donc, je vais me l'approprier. Chaque cellule de mon corps, chaque sensation, chaque pensée. C'est comme si il y a une intimité qui se fait avec tout ce qui va se manifester en moi, en tant que conscience absolue. Jusqu'à ce Hmm. qu'il n'y ait plus de différenciation, il n'y a plus de séparation. Mais ça vient au prix d'une entrée dans la matière. C'est comme hop, on rentre dans les profondeurs de l'humain, dans la matière, dans le physique. Plus les années passent, et plus pour moi ça devient très, 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 très concret, très matériel, très physique, dans chaque cellule. Et le corps, en fait, devient. Il y a une forme de transmutation au niveau physiologique, au niveau des cellules. Euh, Ça avait commencé avec la sensation d'avoir un corps énergétique, puis au fur et à mesure, ça descend de plus en plus dans l'histoire. Il y a tellement de niveaux, en fait, il y a tellement de couches, dans le transgénérationnel, euh, dans l'humain que je suis, mais lié dans le temps avec ses ancêtres, etc. Donc tout ça, c'est à être vu également. C'est pour ça que c'est un processus post-éveil aussi. Un processus de transmutation de ce que nous sommes au niveau de la manifestation, où le divin et l'humain, en fait, se rejoignent. C'est difficile à exprimer de façon simple parce que c'est énorme. Mais Hmm. après, bon, je pense que ça peut être intéressant justement d'échanger là-dessus depuis, depuis ton parcours également. Parce que toi, tu as vécu quelque chose de plus progressif qui va être peut-être pas partie d'un extrême comme moi aussi. Tout à fait. Tu n'étais pas en désamour avec la vie ou avec toi-même. Si, un peu, mais Un disons petit que c'est peu. Ouais. différent. D'accord. Euh, J'étais adaptée. T'es adapté. J'étais agréablement adaptée. Bonne élève, tu vois, tout ça, tout ça. Enfin, donc. Et, mais surtout, enfin, ce que j'aime bien, c'est Christophe Alain, qui lui a eu si, Mhm. moment, il était pas mal sur les ondes, maintenant on l'entend moins. Et lui, il a eu un éveil spontané en regardant le plafond. Et il dit, de toute façon, éveil spontané ou pas, il faut 15 ans pour l'intégrer. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré deux amis de mon compagnon qui ont eu je ne peux même pas dire la grâce d'un éveil spontané, parce que pour moi, de mon point de vue, ça a vraiment abîmé leur vie, quoi. Parce que quand ce que tu expliques de rentrer dans le corps pour faire fonctionner l'humain, ben eux, il y en a un qui a été en dépression toute sa vie, et puis bah, l'autre qui peut rien matérialiser, rien concrétiser en fait. Et, et
les deux, en fait, vivre avec une nostalgie terrible, en fait, de ce moment qu'ils recherchent à chaque instant. Et Ah, en ça veut dire ayant que quelques... ça s'est pas installé du coup. Donc c'est pas un éveil complet, C'est ça, ça s'est pas surtout. installé, mais ça leur a, voilà, beaucoup, beaucoup de nostalgie, quelques compétences, on va dire, extra-lucides, mais qui peuvent pas mettre enfin, qui n'arrivent pas à mettre au service. Enfin, j'envie pas leur vie, quoi. Elle est très compliquée, en fait, quoi. Donc, je crois qu'on a chacun nos chemins et il n'y a rien à provoquer, en fait. Pour moi, l'histoire d'éveil, pas éveil, on a le chemin de notre âme et on peut pas du tout, en plus, savoir. Enfin, moi, qui est éveillé, qui ne l'est pas, qui on est pour juger. On est tous des pièces de... Chacun, on a une partition à jouer et on la joue tous à la perfection, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, en fait. C'est un peu ça mon sentiment aujourd'hui, quoi. On a tous sa partition à jouer, ça c'est sûr, ou sa chanson à chanter. Oui, après, pour moi, ce fut la fin de la souffrance, essentiellement. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qu'il n'y a pas de drame ou qu'il ne se passe rien. Mais ce fut un basculement tellement profond que, que c'est la découverte de la paix intérieure. Pour moi, c'est ça l'éveil. C'est-à-dire que cet espace, la découverte de cet espace de conscience que nous sommes en essence, qui transcende toute l'histoire. Mm. Il la transcende dans le sens où c'est ce que nous sommes, c'est notre identité réelle. Et donc l'identité relative, elle est autorisée à exister. Les histoires sont autorisées à être. Les drames, les joies, en égale proportion, sont autorisés. Après, bon, la façon dont on va réagir sera différente d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance physique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pertes dans notre famille qui vont nous troubler, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des relations intimes parfaites où on se disputera jamais, où il n'y a pas de moment de crise. Non, tout ça, en fait, ça fait partie de l'identité relative. Mais la paix intérieure, la maison, si on veut, ou ce que nous sommes en essence, une fois que c'est découvert, et c'est mon seul job ici sur Terre en ce moment, à mon sens en tout cas, c'est de, de communiquer, de partager ça, cet espace, la présence en fait. Cette présence, cet espace de conscience que nous sommes tous en essence, parce que c'est là que se trouve la paix. Donc, quelque part, pour moi, c'est assez simple dans ce sens-là. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer au niveau linéaire, au niveau du temps, au niveau des drames, euh, tout- je ne vais pas dire que tout est bien, mais tout est tel que c'est. C'est-à-dire chacun joue sa chanson, que ce soit un drame violent ou que ce soit un film épique, lyrique, poétique, magnifique, enfin, de science-fiction, si on veut. En fait, tout est là pour être vécu parce qu'en amont, il y a cette même identité qui nous est commune, qui n'est pas une identité, c'est-à-dire cette intelligence universelle qui est à l'œuvre et qui est derrière chacun de nous. Et c'est la découverte de cette universalité qui libère. C'est Mm. là que se trouve la libération. Libère de peu importe ce qui va se passer à l'intérieur de façon relative. Donc ici, nous jouons notre chanson humaine, super, sur le vinyle. Et là, présentement, nous avons un duo. Mm. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant de clore cette interview? Là, tout de suite, non, je te remercie en tout cas pour, euh, pour cet échange, pour avoir permis ça. Et ben voilà. Oui, Ben, merci à merci à chacun toi. de vous qui nous écoutez. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur Emmanuel, vous allez avoir tous les liens ci-dessous. Et on vous dit à bientôt. Oui, bisous.